Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Cyber, votre nouvelle émission sur la cybersécurité. On va s'intéresser à une menace, attention, pas si lointaine, la menace quantique. De quoi s'agit-il exactement? On va parler de cryptographie résistante au quantique. On verra quels sont les impacts sur les entreprises, comment elles commencent déjà à se préparer ou comment elles doivent le faire d'ailleurs. On aura 3 experts autour de la table. Se préparer au post-quantique, c'est donc notre sujet à la une aujourd'hui. Au programme également une interview avec un RSSI, un responsable de la sécurité des systèmes d'information. Ce sera Hervé Pellarin qui travaille à l'hôpital d'Annecy, Genevois, et qui fait face à de nombreux enjeux. On va aussi s'intéresser à l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est la vraie nouvelle amie des cyberattaquants, des pirates? Et puis on terminera avec notre rendez-vous culture cyber. On parlera là cette fois de fraude pharmaceutique. Mais d'abord, je propose un point sur une menace récente avec le conseil d'Impro. C'est tout de suite le point cyber de Smart Cyber. Le point cyber aujourd'hui s'arrête sur Hashjack. C'est le nom d'une menace récente mise en avant dans un rapport. On va voir comment ces navigateurs dopés à l'IA qui intègrent des assistants d'intelligence artificielle peuvent transformer un site web en outil d'attaque. On en parle avec Joël Mollo. Bonjour Joël, Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le vice-président SOS de Cato Networks, qui est une entreprise dans la cybersécurité. Et donc, l'équipe de Threat Intelligence de Cato Networks a publié une recherche sur les menaces liées à l'intelligence artificielle. Dites-nous ce qu'elle révèle. Alors en fait, au-delà de cette étude, on a également fait dernièrement un sondage auprès de à peu près 600 CISO, CIO, parmi nos clients à travers le monde, pour savoir effectivement quel était l'impact aujourd'hui de l'IA au niveau de l'entreprise. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour 69% des personnes qu'on a interrogées, aujourd'hui, ils n'ont aucun outil de surveillance de la partie IA. Donc c'est déjà un premier gros enjeu. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et malgré tout, 71% disent aussi que l'IA qui est utilisée chez eux, elle n'est pas faite à des fins, on va dire, négatives ou autres, elle est faite à des fins d'optimisation de la performance et de l'efficacité des gens. Donc les gens utilisent de l'IA, tout type d'IA, sans vraiment savoir ce qu'ils en font et comment ça se passe. Et effectivement, l'exemple que vous avez cité de Hashjack, c'est typiquement la façon dont aujourd'hui les nouveaux, on va dire, générations de cyberattaquants, parce qu'en fait, la problématique aussi d'aujourd'hui, c'est qu'on peut faire de la cyberattaque sans être un spécialiste de la cyber. C'est-à-dire en achetant des packs tout prêts. On achète des packs tout prêts, on demande à une IA de générer pour ce que l'on veut faire comme type d'attaque, et c'est simple et c'est facile à utiliser. Et le Hashjack va encore plus loin, c'est comment on fait en sorte de détourner quelque chose qui est légitime, un site tout à fait légitime, en rajoutant, c'est pour ça qu'il s'appelle Hashjack, derrière un petit H dans l'URL normal, des instructions que seule l'IA est capable de comprendre et d'interpréter. Donc en fait, on fait un détournement de l'usage normal du site web à travers effectivement des instructions qui sont données à l'IA, parce qu'en fait l'IA dans ces modèles-là, c'est ce qu'on appelle des browsers qui sont équipés d'IA. On a effectivement Copilot par exemple. Parce que pour qu'on comprenne bien de quoi vous nous parlez, vous nous parlez de quelque chose qui se passe uniquement à travers des navigateurs qui utilisent l'intelligence artificielle. Exactement. On est sur du futur, parce que pour l'instant, je pense qu'on est encore très peu à l'utiliser. Si, il y a de plus en plus de gens qui utilisent ce genre de choses. D'ailleurs, moi, c'est assez rigolo parce que j'ai reçu il y a 2-3 jours un message de Google me disant bienvenue à Gemini pour Google sur votre smartphone. Oui. Voilà. De facto, ça m'a été proposé. Donc ça veut dire que demain, à partir du moment où je vais faire des requêtes sur mon environnement Google, j'ai Gemini qui sera là, qui pourra me guider, qui pourra m'apporter effectivement une aide intuitive directement et prendre des actions à ma place. C'est un petit peu l'idée de ces IA agents, c'est de vous permettre de prendre des décisions automatiques. Donc à partir du moment où on va... Des actions. Des actions, exactement. Des actions, tout à fait, vous avez remarqué. Bonne remarque. Donc à partir du moment où on fait ce petit détournement simple, par exemple, vous allez sur votre compte bancaire. Quel détournement? Alors, on imagine quoi? Que Gemini, d'un seul coup, serait perverti par un virus, c'est ça? Expliquez-nous. En fait, c'est un petit peu le principe, c'est que vous allez recevoir par exemple un email de votre banquier qui vous propose un nouveau service. Donc vous allez cliquer sur l'URL normale, sauf que dans cette URL, il peut y avoir une instruction supplémentaire, ce qui fait qu'à partir du moment où vous allez commencer... Ça, c'est du phishing. Ça, c'est pas tout à fait du phishing, justement, puisqu'en fait, on a déjà quelque chose qui est dans l'URL. C'est déjà intégré. Et ça va s'adresser à l'agent, d'accord, derrière, qui lui va prendre une action.
pour vous. D'accord. Donc, typiquement, vous allez sur votre site, qui est tout à fait normal, donc il est très légitime, mais au moment où ça va se dérouler, cette URL, donc comment elle va être interprétée, donc, et l'action va être prise par l'agent, ça va vous rerouter éventuellement sur une autre page, qui sera normalement la page tout à fait conforme normale, mais typiquement, ça va vous dire que vous devez contacter votre conseiller parce qu'il y a une action en cours sur votre compte, et le numéro de téléphone de ce fameux conseiller sera un faux numéro totalement différent. Ou alors, il va vous rerouter sur un nouveau Il ne se service. repère pas ce petit élément après le hashtag? Il faut aller le regarder effectivement jusqu'au Oui, bout. sur Et je un pense que smartphone. personne sur un smartphone va regarder au bout de son URL pour voir s'il y a un petit hashtag avec quelque chose qui est indiqué derrière. Donc effectivement, on est sur cette notion de faire appel à cet agent. Et en fait, donc le piège, c'est que justement, c'est plus ni l'utilisateur ni le site qui est entre guillemets trompé, c'est l'agent qui lui sert effectivement de relais pour la tromperie donc Et menée derrière. dans ce que vous voyez ou ce que vous avez testé, c'est ça, des scénarios d'attaque Oui, qui tout à fait. utilisent cette fonctionnalité? Oui. Le procédé est à chaque fois le même? C'est très souvent le même pour le moment. C'est effectivement cet ajout d'informations derrière le hashtag. Mais avec la vitesse à laquelle on voit les choses se développer au niveau de l'IA, je suis convaincu que demain, on va avoir d'autres types d'attaques qui vont effectivement se généraliser et qui prendront le même approche, le même procédé d'aller détourner un comportement normal d'une IA. Donc en fait, Ça passe forcément par la pratique, j'allais dire, malheureusement habituelle de je reçois un mail, je clique sur un mauvais lien. ça passe essentiellement par ça pour le moment. Ouais. Mais Ça veut dire que ça reste efficace quand même, cette ça reste technique. très efficace. Ça reste C'est efficace. incroyable. Mais le problème, c'est que ça devient de plus en plus sophistiqué dans la façon dont c'est fait, puisque tout paraît tout à fait normal, tout paraît conforme. Votre URL est bon, tout est bon. Sauf que maintenant, c'est un tout petit bout de code qui est rajouté de façon pernicieuse à la fin de cette URL. Donc, Où quelqu'un finalement de- les actions sont générées non plus par l'utilisateur, mais directement par l'agent IA. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est que c'est l'agent IA donc devient, entre guillemets, un vecteur supplémentaire de surface d'attaque, qui fait qu'on augmente cette surface d'attaque, parce qu'on va plus s'adresser à l'utilisateur qui risque, lui, de comprendre, mais on va s'adresser à cette IA intégrée qui va prendre les actions à votre place. Juste très rapidement, pour terminer, un conseil? Un conseil, c'est de s'équiper, donc et de commencer à s'équiper fortement avec des solutions qui intègrent une vision globale, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de regarder uniquement donc, ce que fait l'IA, on se contente d'avoir une vision globale de la surface d'attaque. C'est ce que fait un Cato Networks, par exemple, où on est à la fois du SASI, c'est-à-dire on voit la partie réseau, on voit la partie sécurité, et on intègre maintenant, avec le rachat donc, de AI Security, M-Security, toute cette visibilité, toute cette surface d'attaque donc, sur la partie IA. L'important avec l'IA, c'est de commencer à comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire identifier, voir. Comme je dis souvent, il faut d'abord mettre la lumière avant de savoir ce qu'on fait derrière. Donc, il faut être capable d'identifier, de contrôler et ensuite de prendre les actions qui vont bien derrière. Donc, Merci beaucoup, Joël merci. Mollo. Je rappelle, vous travaillez pour Cato Networks. Vous nous avez éclairé sur cette nouvelle attaque, donc H-Jack. Merci encore à tous. Donc, grande vigilance comme d'habitude. Allez, c'est l'heure de notre tour qu'on va s'intéresser aux menaces post-quantiques. Merci. On parle de menaces quantiques et on se projette même en fait dans le post-quantique. De quoi on va parler exactement? De quelles menaces s'agit-il? Quels sont aujourd'hui les progrès déjà réalisés en matière de sécurité pour résister à ces menaces? Se préparer au post-quantique, c'est notre grand sujet. Donc aujourd'hui à la une de Smart Cyber. Autour de la table pour en parler, nous avons le grand plaisir de recevoir Fanny Bouton. Bonjour Fanny. Bonjour. Fanny Bouton, directrice du quantique chez OVH Cloud, qui a annoncé d'ailleurs utiliser l'informatique quantique pour renforcer la sécurité des sites Internet. On verra en quoi ça consiste précisément. Vous nous en direz évidemment deux mots. À côté de vous, Bertrand Garé. Bonjour Bertrand. Bonjour. Cher confrère, rédacteur en chef de l'informaticien qui appartient au groupe FICAD et Tout à donc fait. Bismart aussi. Oui, je On est viens voisins. en voisin. Exactement. Et Florent Gromette, bonjour. Bienvenue également, CEO de CryptoNext Security, donc spin-off des instituts de recherche INRIA, CNRS, Sorbonne, université fondée donc à partir de la recherche académique sur le sujet de la cryptographie post-quantique. Vous nous direz exactement de quoi il en retourne, s'il vous plaît. Très bien. Je précise que parce qu'en fait, il y a plein de mariages autour de cette table, mais celui-ci, je ne l'avais pas soupçonné. Vous faites partie du programme Startup d'OVH Cloud. Exactement. Incroyable. J'ai eu la chance d'en faire partie. Mais rien n'est un hasard, en fait. hein. Peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'est pas un peu tôt pour parler de post-quantique, alors qu'on n'est pas encore vraiment rentré dans l'ère quantique? Déjà, je voulais avoir votre avis sur ce point. Ah, mais si, Fanny. justement, quand on sait qu'il y a une menace qui va arriver dans le futur, c'est toujours bien de s'en prémunir et de comprendre ce qui va arriver. Et on sait, le post-quantique, ça veut dire se sécuriser avec des technologies de maintenant d'une attaque d'une machine qui va arriver dans le futur. Et ça, c'est hyper intéressant. Et je dirais même que c'est même Prévoir. plus simple à comprendre finalement, parce qu'on n'est pas obligé de s'intéresser précisément, excusez-moi, à la technique du quantique pour se dire que mes données d'aujourd'hui peuvent être menacées demain
par un informatique, une informatique qui sera capable de déchiffrer ce qui n'est pas déchiffrable actuellement. Donc, c'est tout ça pour dire que ça va être accessible, a priori, comme talk. On est d'accord, Bertrand? Oui, On parle de choses très c'est même concrètes, du clair présent. c'est même très clair et accessible. Ouais. En fait, le jour, enfin on appelle ça le quantum day, le jour où de toute façon il y aura assez de puissance de calcul quantique pour casser certains algorithmes, principalement les algorithmes RSA, enfin bref, ce qu'on appelle le chiffrement asymétrique, ce qu'on trouve dans les PKI habituellement, et les chiffrements ECC. Ben, ce jour-là, toutes les données qui auront été chiffrées par ces algorithmes seront visibles en clair, tout simplement comme s'il n'y en avait pas. Comme si, en tout cas, elles seront capables d'être déchiffrées. Donc aujourd'hui, c'est pas la science-fiction, le Quantum Day. Vous allez me dire, non, évidemment. Non. Ça sera, on ne sait pas quand, mais ça arrivera. C'est comme le grand tremblement de terre ou en Californie. On sait que ça arrivera parce que de toute façon, scientifiquement, c'est scientifiquement prouvé. Donc un jour ou l'autre, ça arrivera. Après, on ne sait pas exactement quand, etc. Mais on sait que ça arrivera. Et qu'il y aura assez de puissance. Scientifiquement, c'est prouvé, vous nous dites... Oui, on a un algorithme qui s'appelle l'algo de Shor, qui a été fait par un mathématicien il y a plusieurs années, et qui sait casser ces clés RSA, ces clés publiques. Donc, c'est ce qui sécurise Internet, une bonne partie du système bancaire. Même les bitcoins seraient décryptables. Donc, c'est pour ça qu'on s'inquiète de quand. Par contre, on sait que cet algorithme demande une forte puissance de calcul et de calcul quantique. Il faudra une machine quantique très puissante qui va arriver entre 10 et 30 ans. Ça, on ne sait pas encore. On est en train de les construire, ces machines. Pour l'instant, c'est ces petites cartes, ça va doucement. Mais quand il y aura la Formule 1 et qu'elle sera là, ça peut tout faire tomber. Donc, il faut anticiper ça. Et comme c'est un problème mondial, un sujet comme Internet, il faut aligner tous les dominos et passer tous les dominos au moins au crypto post-quantique et peut-être à ce qu'on appelle un jour l'Internet 2.0, l'Internet quantique. Florent, comment est-ce qu'on fait pour travailler sur de la cryptographie post-quantique ? Bien, c'est déjà... En fait, déjà, pour compléter un peu la réponse sur la menace, on sait qu'on a déjà des attaquants qui collectent aujourd'hui toutes nos données en vue de les stocker pour les décrypter plus tard quand un ordinateur quantique sera disponible. Donc, vous nous dites on sait vraiment, ou on imagine, on s'inquiète de... On peut avoir des acteurs malveillants et je dirais qu'on peut avoir des acteurs étatiques qui peuvent réaliser ce type d'opération et ce ne serait pas complètement surprenant. Ce ne serait pas surprenant. Voilà. Donc ça veut dire que l'ANSSI, donc, qui est l'Agence de sécurité nationale des systèmes d'information en France, nous dit si vous manipulez des données secrètes à longue durée de vie, qui auront encore une valeur en 2030 par exemple, eh bien vous devez initier la transition dès que possible. Donc ça, c'est un élément de temporalité très important qui existe déjà aujourd'hui. Après, on sait que pour faire cette transition, il faudra des années. Pour une grande banque, on parle de 10 ans. Donc, ce n'est pas le jour où un ordinateur quantique arrive qu'il faut s'y préparer, parce que là, c'est Armageddon. Ouais. Voilà. Donc c'est ça qui est important, de bien anticiper. Et effectivement, comme le disait Fanny, ce problème, il est connu depuis longtemps. Et donc, la communauté scientifique mondiale autour de ces sujets s'est déjà réunie et a travaillé depuis de nombreuses années pour aller trouver de nouveaux algorithmes dits post-quantique et qu'on peut expliciter si vous le souhaitez. Eh bien oui, je veux bien que vous nous expliquiez comment est-ce qu'on fait pour travailler sur du post-quantique. Voilà. Alors, en tout cas, sur une cryptographie post-quantique, donc qui serait résistante finalement. Exactement. Donc en fait, le problème de base, c'est qu'un ordinateur quantique, quand on dit il va casser nos algorithmes de cryptographie à clé publique, et vous avez cité RSA, en fait, derrière ces algorithmes existants, vous avez des problèmes mathématiques qui sont normalement très difficiles à résoudre pour un ordinateur classique. Mais il se trouve que cet ordinateur quantique a des capacités de calcul spécifiques qui vont lui permettre de casser ces problèmes mathématiques et qui reposent en grande partie sur ce qu'on appelle la factorisation des grands nombres. Et donc, la solution consiste à trouver de nouveaux problèmes mathématiques qui, cette fois-ci, seront aussi difficiles à résoudre pour un ordinateur quantique. Et c'est ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique, ou plus proprement nommée résistante au quantique, puisque justement, il faut la déployer avant qu'un ordinateur quantique arrive. Et ça marche avec des technos actuels, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue ou d'utiliser un ordinateur quantique pour se protéger d'un ordinateur quantique. On peut le faire dès maintenant et on a déjà trouvé des solutions. Là, ce qui se passe, c'est on les teste pour vérifier qu'elles vont être vraiment résistantes. Et des groupes comme l'ANSSI, justement, sont en train de définir quelles vont être les normes à respecter et sur lesquelles on doit s'aligner tous pour pouvoir continuer à communiquer entre nous aussi, entre différents groupes.
Si on essaye de la définir, cette menace, donc Bertrand, vous avez commencé à en donner un aperçu, hein, donc il s'agit de protéger des données qui sont sensibles, qui pourraient Alors, être finalement en clair, hmm, d'accord. Qu'est-ce qu'on a plus précisément comme menace liée à l'arrivée de l'ère quantique? alors, en fait, dès qu'on touche au chiffrement, faut pas s'en cacher, on commence à toucher aux militaires, à la défense, à des questions de souveraineté. Donc ça veut dire que c'est pas juste les données sur mon compte en banque qui vont être euh, visibles de deux yeux qui pourraient être malveillants, mais il y a aussi tout ce qui entre dans le côté défense, etc., etc. Le chiffrement, aujourd'hui en France, il n'y a pas une entreprise qui fait des clés entre guillemets, qui propose du chiffrement sans que l'ANSSI ou d'autres agences françaises aient les clés de déchiffrement. Hmm. Il n'y a pas de chiffrement Ah qui bon? soit incassable en France. Non, bah non, il n'y en a pas. Donc, que ce soit officiel ou pas, mais de toute Je ne façon... crois pas que ce soit officiel, non, ce que vous Non, me mais dites là, je pense Bertrand. qu'il y a beaucoup de gens qui, dans certains services, leur demandent gentiment de leur donner la clé de déchiffrement en cas de, justement, d'attaque terroriste, de choses comme ça. Parce que ça peut être vital pour beaucoup de choses. Et donc ça, c'est un des aspects qui n'est pas forcément mis en avant sur le post-quantique, mais qui est important parce que ça touche à la souveraineté, à la défense des États, par le chiffrement. Après, qu'il y ait des problématiques autour de simplement les algorithmes et principalement l'algorithme de Shor, en fait, les efforts aujourd'hui, ils sont communs. L'INRIA, par exemple, si je me rappelle bien, travaille au niveau européen avec d'autres instituts pour arriver à des algorithmes de clusterisation de tous les petits îlots quantiques qu'on a en Europe pour avoir justement cette force, cette puissance de calcul. Parce qu'il faut le préciser, un ordinateur quantique, il fera que du calcul. Il n'y aura pas de données sur l'ordinateur quantique. Ouais. Sur un gros HPC, on va transférer des données vers un ordinateur quantique qui, lui, va faire le calcul et renvoyer un résultat. Mais on ne stocke pas de données sur l'ordinateur quantique. C'est pas ça le problème. Lui, c'est de la puissance, comment dire. Quand s'il casse un algorithme, il va le casser comme on appelait auparavant une attaque en brute force, en force brute. C'est par la puissance de calcul qu'il va le faire. Il va renvoyer le résultat. Mais il n'y aura pas de données sur l'ordinateur quantique en elle-même. On va les transférer pour qu'il fasse le calcul et on renvoie le résultat. Donc, c'est pas du tout le même fonctionnement que les ordinateurs classiques qu'on a aujourd'hui. Ouais. C'est pas quelque chose qui conserve de la donnée. Donc, c'est pas non plus les mêmes solutions de protection. Exactement. Non, ça. Peut-être qu'il faut compléter. Je vulgarise. Le sujet, vous avez cité le secteur de la défense ou le secteur des institutions ou des données publiques gouvernementales. Donc évidemment, c'est des enjeux très sensibles. Mais vous prenez simplement nos transactions bancaires, par exemple. Donc en gros, la confiance qu'on peut avoir dans le système sur la validation financier, des transactions, l'intégrité, la confidentialité de ces transactions peuvent être mis en cause par l'ordinateur quantique. La simple communication sur un site web sécurisé, votre utilisation de WhatsApp ou de Signal pour votre messagerie du quotidien. Donc ça va le panorama des impacts va du quotidien à des enjeux évidemment de souveraineté globale. Ça, c'est ce que vous abordez avec la protection SSL qu'on connaît habituellement, en la sécurisant. Oui, alors nous, on a utilisé un ordinateur quantique et on a fait des nombres aléatoires quantiques certifiés parce que c'est ce qui se fait le plus haut scientifiquement aussi en termes d'aléas. C'est-à-dire les nombres sont plus aléatoires, donc plus difficiles à trouver. Ils ne sont pas encore incassables, mais c'était une grosse évolution pour les certificats SSL qui sécurisent l'entrée à chaque site Internet, en fait. C'est la petite porte d'entrée pour accéder au site Internet. Donc, c'était offrir une première étape, mais c'était aussi découvrir comment on fait de la R&D sur un ordinateur quantique dans un data center. Donc là où nous, on héberge toutes nos données et nos ordinateurs quantiques. Ce qui est intéressant avec ces nombres aléatoires quantiques, c'est qu'on va pouvoir les injecter dans de la crypto post-quantique pour améliorer en plus l'aléa dans la crypto post-quantique, parce qu'il faut de l'aléa. Donc pourquoi avoir choisi en premier justement de travailler sur ces certificats SSL, sur la sécurisation des sites web? Ça vous semble une menace
prioritaire? C'est une des menaces et c'était un des produits où on a beaucoup de clients. C'était comment on offre ça au grand public. Et puis, ça a été surtout... Il y avait plusieurs enjeux. Acheter une machine, un ordinateur quantique à Candela, avec qui on a travaillé, c'était financer une start-up française et avoir un premier client. Ouais. Donc, ça les aida à faire une levée des fonds. Donc, c'est comment on accélère aussi en innovant, nous, en tant qu'acteurs français, investir de l'argent dans une start-up française qui fait ça, c'est Soutenir aider- l'écosystème. Voilà, exactement. Faire de la R&D, travailler sur des sujets et des cas d'usage concrets qui sont notre quotidien chez OVH Cloud. Et puis, préparer la porte du futur, c'est-à-dire, c'était un premier sujet pour aller vers la PQC. Et là, nous, on va lancer notre plan, donc ce qui est recommandé par l'ANSSI, un plan d'ici fin 2026, de découvrir tout ce qu'il faudrait qu'on passe en crypto post-quantique. D'ici 2030, mettre tout ce qui est à risque, tous nos clients qui sont à risque. Et puis, d'ici 2035, il y a vraiment une roadmap qui est préconisée, passer tous nos services en crypto post-quantique. Est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui des entreprises, des grands groupes qui sécurisent leurs données avec des cryptographies post-quantiques, Alors. résistantes au quantique? Est-ce que vous en connaissez? Alors, les militaires, ils sont quand même déjà passés ils ont déjà de la crypto et ils ont des clés symétriques souvent ou d'autres façons de sécuriser qui sont déjà quand même relativement protégées. Mais en effet, au niveau du gouvernement, ils doivent y aller aussi. Et après, il y a des grands groupes là, qui sont en train de commencer à regarder leur roadmap. Tout le monde attendait un petit peu que l'ANSSI lance... Ça, c'est au niveau français. Ouais. Et dans le monde entier, il y a le NIST, par exemple, aux États-Unis. L'Europe aussi a ses groupes de préconisation. Et donc, voilà, c'est en train de démarrer un peu tardivement, puisque depuis le temps que Florent parle dans Alors cette justement, start-up... Cryptonex, vous avez déjà une vue sur les premiers grands groupes qui utilisent... Alors, on voit que Cette globalement, cryptographie post-quantique. les États-Unis sont un peu en avance parce qu'il y a justement une régulation. À un moment donné, cette migration vers le post-quantique, elle est quand même impulsée par les agences de sécurité, par les réglementations. Et donc, aux États-Unis, ça a été un peu débloqué en avance. On a l'Union européenne qui a publié sa roadmap en juin de cette année. L'ANSSI, effectivement, en octobre, a donné un certain nombre de dates. Et on voit des secteurs qui bougent déjà depuis un certain temps. Le premier, c'est le secteur financier, justement, parce que secteur de confiance, parce qu'infrastructure complexe. Après, on voit effectivement dans le domaine de la défense, des infrastructures critiques, où on a des durées de vie d'infrastructures très longues. Voilà, tout ça, c'est des secteurs qui se mettent déjà à avancer très concrètement. Bertrand, Alors, juste parce qu'on arrive en fait déjà à la fin du talk. Oui. Qu'est-ce que ça représente comme marché aujourd'hui? 9,8 milliards en 2030 estimé. 9,8 8 milliards milliards. de dollars estimés en 2030. La sécurité post-quantique, Le quantique en général. le quantique en général, d'accord. Ce que je voulais préciser, c'est qu'en fait, les algorithmes de NIST qu'a cité Fanny, Oui. en fait, ils ont été créés aussi avec une collaboration internationale. C'est-à-dire que toute la communauté scientifique a participé pour sortir ces 4 algorithmes de NIST qui ont été sélectionnés par le NIST et qui sont devenus, entre guillemets, une sorte de standard pour tout le monde. Et après, les gens choisissent, entre guillemets, sur ces 4 algorithmes, lesquels ils vont travailler pour pouvoir protéger de manière post-quantique. Après, entre guillemets, il y a la sécurité, mais il y a aussi, avec le quantique, plein d'autres applications possibles. On voit la Matmut qui utilise déjà des émulateurs et des simulateurs quantiques pour affiner leur prix des polices d'assurance. Faire de l'optimisation de risque. Mais là, voilà. Bertrand, vous me sortez du sujet et en plus, il nous reste que 30 Voilà. secondes. Et sinon, Alors, je voulais qu'on Moderna termine. qui travaille sur l'ARN messager avec ça. par Ok, exemple. Voilà. je voulais qu'on termine, parce que quand on reste sur le sujet quand même sécurité, on termine avec l'écosystème. On a entendu qu'on avait les talents dans le quantique, qu'on avait les startups. Est-ce qu'on va réussir à passer à l'échelle? Eh ben, il va falloir financer. Moi, je crie aux industriels, mettez de l'investissement, de la R&D dans des boîtes européennes, parce qu'on a tout un écosystème. La France est 3e pays mondial dans le quantique, ça a été annoncé, je crois, ce matin. Donc, c'est hyper important. On a un écosystème extraordinaire en Europe, en France, mais il faut le financer, donc il faut démarrer sa R&D. Donc il faut un plan industriel sur le quantique Carrément. au niveau européen, Mm. j'imagine. Ok, merci. Oui, Bertrand. Non. Juste un dernier point. Non, Par exemple, très- sur le quantique, 338 brevets déposés en France sur le quantique. Merci beaucoup. Mais c'est aux États-Unis qu'ils en déposent le plus, non?
Non, en ce moment, c'est en Chine, je crois, qu'ils sont Ah. en train de rattraper. Allez, je Attention. vous relance pas, on a terminé. Merci beaucoup Bertrand Garré, rédacteur en chef de l'Informaticien. Merci Fanny Bouton, directrice du Quantique chez OVH Cloud. On peut citer aussi vos podcasts, on peut vous écouter sur ces sujets Quantum et Décode Quantum. Et Florent Gourmette, merci aussi, CEO de CryptoNext Security. Allez, on enchaîne avec l'interview d'un RSSI. Dans l'interview RSSI, j'ai le grand plaisir de recevoir Hervé Pellarin. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Alors, 5 années passées au conseil départemental en tant qu'ingénieur sécurité, vous avez rejoint le groupe hospitalier territorial Haute-Savoie, pays de Gex. Oui, Voilà pour votre rapide CV. J'ai lu que vous portiez un regard de red teamer sur la sécurité. oui. C'est original pour un responsable de la sécurité, non? En fait, Approche. je suis convaincu qu'on ne peut pas défendre si on n'a pas de notion d'attaque. Il faut comprendre les vecteurs d'attaque pour voir ses propres fragilités avec du recul. Et si on n'a pas une idée comment quelqu'un peut cambrioler une maison, on a beau être le meilleur des architectes, on ne fera pas forcément la maison la plus sûre qui préservera l'intégrité de ce qu'il y a dedans. Quelle est, selon vous, la première mission d'un RSSI au sein d'un centre hospitalier? Qu'est-ce que vous vous êtes fixé? Ah, moi, je n'ai pas de première mission, j'en ai qu'une, c'est être au service des soignants. Mon boulot, c'est de faire en sorte que les soignants soignent, coûte que coûte. D'accord. Donc, J'ai- c'est vraiment j'ai au pas service d'autre des mission. métiers. Un hôpital, son boulot, c'est quand vous arrivez devant lui, il vous ouvre ses portes, ça veut dire venez, vous êtes le bienvenu, on va prendre soin de vous. Et ça, rien ne doit changer ça, même le climat cyber actuel, même le climat géopolitique actuel, les portes doivent toujours être ouvertes, coûte que coûte. Et ça, c'est une énorme pression parce que les centres hospitaliers sont des cibles à part entière aujourd'hui des cyberattaquants. Alors, quand je vous ai rencontré pour la première fois, c'était aux Assises de la cybersécurité à Oui. Monaco. Et vous étiez pas mal remonté sur la question du matériel médical. Vous m'expliquez qu'en fait, vous n'aviez pas de garantie de sécurité. Rien du tout. Il faut comprendre Expliquez-nous, qu'un hôpital, il marche, il y a deux mondes parallèles. Il y a l'informatique du service informatique qui est maîtrisé généralement plutôt bien. Les postes des agents et tout ça, c'est plutôt bien maîtrisé à jour et tout. Et il y a l'informatique qu'on appelle le biomédical. C'est l'informatique qui va être au service de tous les appareils médicaux, scanners, IRM, labo, automates, toutes ces choses-là. Mhm. Et ça, c'est un monde à part sur lequel on n'a pas la main, où les éditeurs nous vendent à prix fort. Là, pour la petite histoire, là, j'en suis. Mise à jour Windows 10, Windows 11, 14 000 euros par poste. Wow. Voilà. Puis après, on s'étonne qu'on n'a pas de sous. Où les éditeurs, en fait, imposent leurs lois parce qu'il n'y a pas de règles qui leur imposent de rentrer dans les nôtres. C'est-à-dire que les gens peuvent vous vendre du Windows 7 avec un utilisateur administrateur et désactiver l'antivirus et vous dire que mon automate, il a été qualifié comme ça. Si vous osez mettre un antivirus, je vous retire le marquage et j'assure plus la maintenance. Donc, quand vous payez 300 000 euros une machine, bah, vous n'avez pas le choix. Mm. Alors, ce qui fait, en fait, pour imaginer les choses, si un hôpital, c'était une sorte de grande maison, eh ben, vous avez plein de couloirs, plein de pièces qui sont hautement inflammables. En cas de cyberattaque, elles tombent. Et quand elles tombent, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des valeurs métiers qu'on perd et ce sont des soins qu'on perd et ce sont des dangers qu'on met vis-à-vis de la santé des soins des patients. Mais alors moi, ça me semblait complètement fou. Vous m'aviez pas cru. Bah, j'avoue que ce matériel ne soit pas soumis à tous les règlements qui aujourd'hui sont discutés jusqu'au niveau européen. Cyber Resilience Act, Oui. Nice 2 qu'on attend. Et vous m'avez dit non. Non, Et bah c'est oui. toujours non? Bah oui, bien sûr que c'est non, parce qu'en fait, c'est des gens qui sont extrêmement bien organisés pour ne pas se mettre de contraintes. Les matériels médicaux, en fait, ils ne rentrent pas dans le CRA. Pour ceux qui connaissent, c'est une nouvelle grande loi cyber européenne. Ils ont été retirés. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas réglementer quelque chose qui est déjà réglementé. Et les matériels médicaux sont réglementés par deux règlements qui s'appellent le MDR et l'IVDR pour Medical Device Regulation et In Vitro Device Regulation, dans lequel le cyber est noté de la manière suivante que les fabricants s'engagent à développer à l'état de l'art. C'est tout. D'accord. Et comme l'état de l'art n'est pas C'est mince qualifié, comme, c'est extrêmement mince. Et c'est pas un hasard. protection. Comme l'état de l'art, personne n'a qualifié l'état de l'art égale 2 points, et ben l'état de l'art n'est pas opposable. Donc en fait, j'invite tous mes homologues, quand on a une machine qui n'est pas à jour, un antivirus qui est désactivé sciemment et un logiciel qui tourne avec un utilisateur administrateur, ça ne peut pas être l'état de l'art. Mais pourquoi cette résistance à la cybersécurité? Parce qu'à la base, je pense, c'est mon point de vue, j'ai le droit de me tromper, on part d'une genèse où on fabrique des automates pour du soin, puis arriver à la notion de connecter les automates à travers la numérisation des établissements de santé pour faciliter les traitements.
Et puis les choses étaient faites à la base pour soigner, c'était pas fait pour de la Ouais, sécurité. je comprends. Et on a oublié qu'en fait, que pour soigner par les temps qui courent, il faut qu'il y ait un minimum de sécurité. Et c'est du boulot en plus qu'ils ne veulent pas faire. Et des coûts. Et des coûts. Et moi, ce que je le reproche, c'est le manque de volonté à essayer de faire. Quand vous dites à un industriel, on installe le DR pour le protéger parce que c'est un système critique dans ma mécanique de soins, c'est non. C'est même pas chiche, on essaye. C'est non. Ils veulent même pas s'embêter avec ça, en fait. Alors, donc, vous me disiez que vous alliez quand même ruer dans les brancards. Oui. Ça bouge au niveau politique. Est-ce qu'on s'est emparé en France de ce sujet? Alors, déjà, on a réussi, avec la députée Rioton, à placer un amendement à Nice 2 qui impose une notion de responsabilité des éditeurs. Quel qu'il soit, donc. Oui. C'est ça que vous dites. Et donc là, on attend impatiemment que ça passe, parce que ça va changer des choses. Dans le cas, comme il m'est arrivé, de trouver une faille sur un logiciel de brancardage et on n'avait aucun levier juridique pour imposer à l'éditeur de boucher le trou, là, on va avoir un levier. Mais la temporalité pour faire bouger les choses par rapport à la temporalité des menaces cyber, Oui. on n'est pas sur les mêmes Et puis échelles. alors, vous, dans votre région, là, vous avez quelques pressions supplémentaires qui arrivent. Ah, on a 2-3 kermesses sympas qui arrivent. On a le G7 l'année prochaine. L'année d'après, on a la Coupe du Monde de vélo. Et 2 ans après, on a les JO. Faut s'occuper. Voilà. Bon. Donc, effectivement, on est un peu sous tension. Vous avez lancé l'opération Papyrus Oui. en 2024. Oui. C'est ça la solution, retourner au papier? Alors, Oui. non, la solution, c'est pas retourner. De toute façon, on sera au papier. Ouais. On sera au papier, mais c'est retourner au papier avec une traçabilité des papiers. Et oui, l'opération Papyrus, c'était quoi? C'était remettre les soignants au cœur de leur métier en les faisant travailler sans leurs outils nominaux pour reconstruire les automatismes qui permettent de continuer leur valeur métier, c'est-à-dire soigner. Et se préparer aussi, faire des exercices oui. de crise. On en fait 2-3 par an, ouais. 2-3 par an. Oui, oui. 2-3 par an. On a mis en place une solution qui nous permet, même si on a une cyberattaque, même si on ferme tout, de pouvoir continuer à accueillir les gens, créer des identités, créer des séjours, imprimer des étiquettes et surtout garder une traçabilité de l'identito-vigilance. Vous avez fait partie de l'opération gouvernementale Rempart? Oui, Oui. on l'a fait. D'accord. Et c'était très bien parce que ça nous a permis dans l'hôpital d'avoir plein de gens qui n'avaient pas eu l'occasion de travailler ensemble, des services, qui étaient tous autour de la table sur une problématique commune. On est en crise. C'était un très bon exercice et on attend tous Rempart 26. Merci beaucoup, Hervé Plaisir. Pellarin, d'avoir été avec nous, d'avoir témoigné sincèrement et de nous avoir parlé de votre métier Et rejoignez la santé. crucial. Voilà, absolument. Je rappelle que vous êtes le RSSI de l'hôpital Annecy-Genevois. Nous, on enchaîne, on va parler de l'intelligence artificielle utilisée dans les cyberattaques. Nous avons le grand plaisir d'être connectés avec Damien Bancal, spécialiste en cyberintelligence, fondateur Bonjour. du service veille zatas.com. Bonjour Damien, très heureuse de te retrouver. Bon alors toi, tu suis toutes les affaires de cyberattaques, de failles de données, tout ça. Donc on en a tellement à raconter sur 2025. Je voulais juste, si tu pouvais nous donner ton regard sur la dernière cyberattaque qui a touché le ministère de l'Intérieur. Ah, ce qui est complètement fou, c'est que c'est une cyberattaque comme il en existe des milliers. Sauf que là, effectivement, on a affaire à un ministère d'autant plus très important, avec, selon en tout cas les informations des enquêteurs, eh bien, un internaute, voilà, une vingtaine d'années, qui trouve le moyen d'accéder à une boîte mail, à plusieurs boîtes mail, parce que des gens ont fait des erreurs. On est des humains. Et comme je ne cesse de le dire, le piratage informatique, c'est l'humain d'abord. Bon, ben voilà, c'est pas des génies, hein. Ils ont juste besoin d'avoir une chance une seule fois. Ouais. Il faut être persévérant, en fait. Je voulais aussi voir avec toi comment l'intelligence artificielle changeait le monde de la cybersécurité, de la cybercriminalité aussi. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est vraiment une amie, une alliée pour les pirates? Ce qui est certain, en tout cas, c'est que c'est un outil supplémentaire dans un râtelier qui n'avait pas besoin d'une nouvelle lame. Je m'explique. C'est qu'aujourd'hui, eh bien, je suis un pirate suisse ou un pirate chinois ou indien. Eh bien, l'IA va me permettre déjà de traduire correctement le contenu du message que je vais vouloir faire passer. Ensuite, et ça, on le voit avec les multiples intelligences artificielles proposées à tout le monde, à toi, à nous, bref. On peut fabriquer aussi des outils de malveillance, d'espionnage, en tout cas, me permettre de remonter à des informations, moi, le malveillant. Et puis clairement, oui, ça agrège tellement d'informations, l'intelligence artificielle, que ça permet de coder, ça permet de créer des images. Il était hors de question, malheureusement, que ce genre de population ne l'exploite pas. On le voit très bien dans les deepfakes, les fameuses vidéos truquées. On le voit dans la voix, on le voit dans les messages.
C'est donc effectivement une nouvelle arme dans un râtelier qui est déjà très très chargé. Et alors, en plus, je vois une étude du BCG ce matin, je découvre les chiffres qui est dans les Échos, qui nous dit que les acteurs de la cybersécurité sont complètement à la traîne par rapport aux attaquants sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. 60% seulement des acteurs de la cyber qui utilisent... 60% des attaquants qui utilisent l'IA, mais seulement 7% des acteurs de la cybersécurité qui s'en servent pour nous protéger. Alors, c'est des chiffres qu'il faut quand même prendre avec des pincettes parce qu'il est très compliqué de savoir quel type de pirate informatique utilise vraiment l'IA. Ouais. Mais surtout, il y a un énorme détail très important, c'est que d'un côté, les 7%, ce sont des entreprises qui respectent la législation, la loi, qui respectent l'homme, qui respectent la donnée, et donc du coup, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Alors qu'un pirate informatique, il est dans son fauteuil, dans un coin, il se moque complètement de la loi et il prendra toutes les possibilités pour nuire à autrui. Et donc c'est pour ça qu'ils sont aussi nombreux. Ouais. Sur les fuites de données, je disais qu'on en avait eu à l'appel. France Travail a quand même été pas mal ciblé cette année. Quel impact ça a aujourd'hui de se dire qu'on a autant de données disponibles sur le dark web, sur tous les citoyens? Alors déjà, première chose, il faut clairement ne pas se dire « Oh, c'est pas grave, ils ont mes données, je ne risque rien ». Il faut clairement prendre ça très au sérieux. Donc, si vous avez la preuve que vos éléments sont dans les mains d'un pirate informatique, clairement, déposez plainte. Parce qu'une plainte permettra de stopper tout ça. On le voit très clairement. Nos autorités, elles ne vont pas arrêter le pirate demain, mais elles peuvent aller très très vite aujourd'hui. Ils ont des professionnels, un petit peu plus de moyens et surtout la possibilité de travailler avec d'autres institutions dans d'autres pays. Ensuite, oui, effectivement, dans le dark web, il y a énormément de données. Je le vois, moi, avec ce que j'ai pu mettre en place. Bon, et voilà, il n'y a qu'à se servir, c'est ça qui est terrible. Et ils le font, ces pirates informatiques. Ils mettent même en place des outils, alors ils appellent ça différents noms, peu importe, ou dans lequel il suffirait de taper votre nom et votre prénom pour voir déjà ce qu'ils ont en main. Et ça, ils le commercialisent. Il faut clairement se mettre dans sa tête que même moi, le particulier, je dois mettre une stratégie de cybersécurité. On en parle depuis des décennies. Un mail différent partout où je m'inscris, un mot de passe différent, la double authentification indispensable. Et n'hésitez pas à dire non quand on vous réclame certaines informations. Alors bien sûr pas aux impôts, bien sûr pas à l'URSSAF, bien sûr pas à l'assurance maladie, mais au moins diffusez un minimum d'informations, rien que votre téléphone portable. Réfléchissez à ce que votre téléphone diffuse sans même que vous soyez au courant de ce qu'il est en train de diffuser. Ouais, mais ça devient de plus en plus difficile de résister. Moi, je vois même en pharmacie, on a une pression incroyable aujourd'hui pour donner nos informations personnelles. Enfin, c'est complètement fou. Est-ce que la France est plus particulièrement vulnérable ou touchée? Ou alors c'est un Non. prisme particulier que j'ai parce que je regarde en particulier ce qui se passe en France? On a clairement un prisme sur notre pays, ça paraît évident, mais non, malheureusement, rassurons-nous, c'est une façon de le dire. Non, ça impacte tous les pays et tout le monde. Bien sûr, nous, ça nous impacte d'autant plus parce que ça a pu toucher certaines entreprises quand même très importantes. On a vu des opérateurs, des grandes enseignes de la distribution, bien sûr, certains sites étatiques. Toute la planète est impactée parce qu'il y a des pirates informatiques partout et qu'ils vont utiliser les petits leviers psychologiques, dont celui de l'humain, pour réussir à voler ce type d'informations. Alors n'oublions pas non plus que dans quelques mois, il y a des élections. Les municipales d'abord, ensuite les présidentielles. Que tous ces éléments-là aussi nous mettent face à une triste réalité. Ça fait des décennies que j'alerte en disant, vous savez, les pirates informatiques, ils se servent dans nos données. Alors au départ, on disait c'est de la science-fiction, ensuite on disait oui, c'est assez rare. Après, non. Moi, ça fait c'est simple, Zataz a plus de 30 ans. Ça fait 30 ans que je vois exactement les mêmes choses. Sauf qu'aujourd'hui, les pirates informatiques sont dans un univers du marketing de la malveillance. On en parlait ensemble il y a quelque temps. Le marketing de la malveillance, c'est qu'eux, aujourd'hui, ils ont besoin de communiquer pour vendre. Donc, s'ils veulent vendre, ils veulent trouver du client. Donc, ils en parlent plus. Donc, on le voit plus. Mais attention aux fausses annonces aussi. Merci beaucoup, Damien Bancal. Je rappelle donc que vous avez fondé le service de veille zataz.com, qui est une déclinaison du zataz.com qui a plus de 30 ans, vous nous l'avez dit. Et je précise aussi que vous êtes à l'origine d'un guide pratique sur la protection des données personnelles avec une édition là, qui va sortir chez Que Choisir, c'est ça? Oui, complètement. Chez vos marchands de journaux, si vous voulez tout savoir sur comment protéger vos données, allez-y. Merci. On ne peut que vous encourager. Merci beaucoup, Damien Bancal. C'est l'heure de notre culture cyber. Cette fois, on va s'intéresser à la fraude pharmaceutique.
À lire, à voir, à écouter, à visiter, on termine Smart Cyber avec un peu de culture cyber. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un rapport trimestriel sur les menaces qui a été publié par Avast avec vous, Leïla Bilguet. Bonjour. Vous êtes responsable de la recherche sur les escroqueries chez Avast et donc vous nous invitez à lire ce rapport qui met en lumière en particulier la pharmafraude, donc la fraude pharmaceutique. Expliquez-nous de quoi il en retourne. Oui. En fait, c'est un réseau qui fait beaucoup d'arnaques sur Internet. Et en réalité, ils imitent les e-commerce qui vendent les choses de pharma, les médicaments en ligne. Et en général, tu penses que tu vas acheter quelque chose vrai, mais en réalité, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment bien. Donc, ça veut dire que c'est un faux site web. Exactement, c'est un faux site web. D'une fausse pharmacie. Exactement. Qui vend des faux produits. Exactement. Mais qui vend vraiment quelque chose ou pas? En général, ils volent ton argent. Mais quelquefois, ça peut être qu'ils veulent en fait prendre ton données. Mais quelquefois, tu aussi recevras les produits, mais ils sont contrefaits. Oui. Et ils peuvent être vraiment dangereux aussi. D'accord, parce que l'intention dont vous avez commencé à répondre, l'intention derrière, c'est du vol de données, du vol d'argent. Exactement. En fait, les arnaques sont vraiment, vraiment compliquées maintenant. Quelquefois, ils font une attaque, ils peut-être volent ton argent. Et après, quand ils volent ton argent, ils aussi volent tes données et ils peuvent utiliser ces données pour faire l'autre type d'arnaque digitale. C'est du social engineering, c'est ça, vous voulez dire? Exactement. Pour mieux vous connaître. Ils essayent de savoir plus de détails de vous et après, peut-être, ils vont faire une attaque plus sophistiquée et vous pouvez perdre beaucoup plus d'argent et beaucoup plus Et pourquoi mettre en avant plus particulièrement cette fraude à la pharmacie plutôt qu'une autre? Parce que finalement, c'est un procédé assez classique de diriger des internautes vers des faux sites pour subtiliser de l'argent. En fait, c'est pas plutôt... en fait, il fait tout type d'arnaque en parallèle. Mais ce période, je pense que c'était vraiment utile pour eux faire les attaques, les faux pharmacies, parce qu'il y a beaucoup de types de produits qui sont intéressés pour les gens. Et particulièrement, par exemple, il y a des médicaments qui sont un peu... les gens sont un peu plus sensibilisés, ils sont plus sensibles pour partager qu'ils ont besoin de ce type de médicaments. Et aussi, maintenant, les gens ils sont plus habitués à cliquer une fois au lieu d'aller aux pharmacies, ou prendre la voiture. Ils veulent faire tout vite. Et après, c'est vrai que vous Y compris sur des produits de santé, en fait. Exactement. Et les produits qui sont, par exemple, en général ciblés sont par exemple, les produits pour perdre de poids, les hormones pour fertilité, quelquefois antibiotiques. En France, en particulier, c'est vraiment intéressant parce que la France est le pays plus ciblé au monde. Ah oui? Exactement. Et on pense que c'est pas parce que, en fait, ici, la réglementation est beaucoup plus stricte que l'autre pays. Et c'est pour plus ça compliqué d'obtenir des médicaments. Exactement. Sans ordonnance, c'est pas possible vraiment, quelquefois, parfois. Et si les gens sont timides, ils ont un problème, qu'ils ne peuvent pas partager avec les médecins aussi, ils veulent acheter sur Internet, c'est facile, mais après, il y a beaucoup de risques. Et on ne parle pas d'un petit réseau. Vous évoquez un réseau international de plus de 5000 sites frauduleux, avec près d'1 million d'attaques liées à ce réseau. Exactement. Parce que maintenant, il y a aussi les IA. Utilisant les IA, c'est vraiment, vraiment facile faire beaucoup de sites web complètement générés. Ils imitent les vrais sites. Ils sont visuellement parfaits. Ils utilisent la langue parfaitement. C'est vraiment, vraiment difficile pour le consommateur de distinguer, en fait, le vrai de faux. C'est le problème maintenant. Merci beaucoup Leïla Bilguet. Donc, j'invite à se plonger dans ce rapport qui nous remet un petit peu les idées en place sur la manière dont on achète sur Internet. Je rappelle que vous êtes la responsable de la recherche sur les escroqueries chez Avast. Voilà, c'était Smart Cyber, une émission inédite dédiée à la confiance numérique que j'ai le plaisir de vous proposer et de présenter. Avec moi, la préparation Émilie Roche et puis les équipes de Bismart à la réalisation. Eh bien, on vous souhaite une très belle journée, de belles fêtes de fin d'année aussi. On se retrouve très vite sur la chaîne Bismart.